Dans cette ferme traditionnelle, nichée au cœur de la Bresse, ce jour-là, la crème de la gastronomie vient célébrer un produit phare, la crème fraîche. Dix chefs venus du monde entier s'affrontent lors d'une compétition improbable et pourtant très sérieuse, les championnats du monde de poulet de Bresse à la crème. Les candidats doivent revisiter cette recette de grand-mère à base de volaille, de champignons et bien sûr d'un savoureux produit du terroir, la crème. Parmi les concurrents, un célèbre chef, Grégory Cuilleron. Et voilà Greg, je te ramène le fameux Saint Graal, la crème de Bresse gastronomique. Merci beaucoup, ça va faire la différence. Malgré son handicap, il a déjà remporté plusieurs concours télévisés. Pour ce championnat, il doit utiliser uniquement la crème de sa région. La crème de Bresse, moi déjà c'est mon terroir parce que mon grand-père est bressant, donc j'ai été élevé au poulet à la crème, c'était mon repas d'anniversaire systématiquement. Je pense que c'est une des premières recettes que j'ai dû faire étant petit. Et je trouve qu'elle est vraiment une typicité en termes de goût, en termes de texture, que je ne retrouve pas dans notre crème. Maintenant, à toi de jouer, hein. Il n'y a plus qu'à aller, bonne chance. Mais il va falloir surprendre un jury prestigieux, avec François Perret, le chef pâtissier du Ritz. Moi, je ne pourrais pas vivre sans crème, ça c'est une certitude. Dans cette recette généreuse, la crème joue un rôle central. Grégory mise sur sa botte secrète un mélange de 2 crèmes. Alors ça, c'est de la crème fleurette à 30%, donc ça reste de la crème de Bresse, bien évidemment. Donc de la crème liquide, et je vais rajouter de la crème épaisse. Pourquoi mélange ces deux? Pour avoir un jeu de texture intéressant, je trouve que c'est mieux de mélanger les deux. Là, la crème va cuire pendant 20-30 minutes. L'intérêt de laisser cuire longtemps, c'est que ça va réduire et on va avoir une texture nappante. La sauce à la crème de Grégory fera-t-elle la différence? Nous le saurons dans 52 minutes, après avoir exploré toutes les facettes du plus onctueux des ingrédients. C'est un nuage de douceur, une onde sensuelle, un voile de volupté, la crème. Chaque année, nous en consommons 4 kilos par habitant, pour une production annuelle de 450 000 tonnes. Épaisse, elle donne un air de fête aux sauces ou aux plats mijotés. Liquide, elle adoucit les veloutés de légumes ou les cafés serrés. Voilà. Au dessert, elle se transforme en chantilly pour le bonheur des gourmands. Et on retourne. Et normalement, ça ne doit pas tomber. Eh bravo! Mais difficile de se repérer dans les rayons des grandes surfaces. Liquide, épaisse, semi-épaisse, entière, légère, pasteurisée ou longue conservation. L'offre est généreuse, mais pas toujours savoureuse. Le goût sera sans surprise, parce que les industriels, en fait, ils vont penser aux attentes consommateurs et ils vont aller vers ce goût-là et nous dicter un goût de crème fraîche. Là-dessus, il n'y aura pas d'amplitude aromatique. Nous avons découvert que de nombreuses crèmes industrielles contiennent des additifs. Carrageenan, gomme xanthan. Un chercheur spécialiste du microbiote vient de démontrer leur impact négatif sur notre système digestif. Les premiers résultats qu'on a obtenus chez l'homme montrent vraiment un pouvoir inflammatoire de ces additifs alimentaires en lien avec des altérations du microbiote. À éviter, clairement. En quête de la crème la plus naturelle du monde, nous avons pris de la hauteur. Et au milieu des alpages suisses, nous avons trouvé la plus authentique des crèmes. Ça passe crème. Des pommiers en fleurs, de vertes prairies, des vaches laitières. Pas de doute, nous sommes bien dans le berceau de la crème, la Normandie.
À la ferme du Champ Secret dans l'Orne, Patrick Mercier élabore une crème réputée dans toute la région. À partir du lait de son troupeau, issu d'une race locale. Alors, ce sont des vaches normandes. C'est une race à 3 couleurs, ce qui est très rare. Donc le marron, le noir et le blanc. Et puis quelque chose de singulier aussi, 90% des vaches normandes ont des taches autour des yeux qu'on appelle des lunettes. Mais en tout cas, c'est une caractéristique de cette race. Pour moi, c'est une des plus belles au monde, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de crème en Normandie parce qu'il y a eu l'élevage facilement. Cette herbe ne pousse pas par hasard, c'est parce que le climat normand favorise la pousse de l'herbe. C'est une herbe très verte, très riche en énergie et en protéines, donc en fait ça va couvrir tous ses besoins sans rien ajouter. Et c'est ça qui va donner à la matière grasse, donc à la crème, c'est les bons acides gras qui vont être vraiment bons pour la santé humaine, mais aussi très bons comme support du goût. Allez! Pour éviter les mauvais acides gras, Patrick a décidé de bannir les céréales de l'alimentation de son troupeau. Ces 110 vaches normandes sont nourries exclusivement à l'herbe et au foin et passent la majeure partie de l'année au pâturage. Allez, allez! Cette salle de traite sous forme de manège a été choisie pour permettre au troupeau de rejoindre rapidement les prairies. C'est un peu tout le contraire de la traite robotisée qui, elle, va garder les vaches dans les étables. En fait, nous, c'est tout le contraire. On doit permettre aux vaches d'aller jusqu'à 800 mètres, 1 km, manger l'herbe. Et donc la traite doit être rapide, en fait, pour leur laisser un maximum de temps. C'est au moment de la traite que le goût unique de ce terroir se transmet au lait cru. On a vu les vaches au champ, elles ont eu le pied dans l'herbe. Et à un moment, toute la microbiologie du champ s'est retrouvée sur la mamelle. Après, en fait, le lait, au moment de la traite, va entraîner toute cette microbiologie qui vient du champ. Et c'est ça qui va donner la diversité du goût et la complexité du goût et on espère la richesse du goût. Le lait frais est ensuite transféré dans une cuve pour être transformé en crème ou en fromage. En ce début de printemps, il est moins blanc qu'en hiver. Alors il est très légèrement jaune parce que les vaches mangent vraiment beaucoup d'herbes vertes, très vertes en ce moment. Donc en fait c'est ça qui va enrichir le lait en carotène. Le carotène c'est jaune orangé, donc on retrouve cette couleur. Pour produire de la crème épaisse, le lait cru doit être ensemencé avec des ferments lactiques. Autrefois, les grands-mères laissaient simplement le lait décanté, mais de nos jours, la plupart des fabricants utilisent ces ferments qui permettent une meilleure conservation de la crème. En fait, on a besoin de ce petit ajout de ferments lactiques qui vont permettre l'acidification de la crème et sa conservation. Donc, à un moment, la crème va durcir et donc elle va avoir meilleure apparence, mais surtout, par l'acidité, elle va permettre la conservation. On va laisser le lait reposer pendant 12 heures et comme ça, on aura une belle couche de crème demain matin. Le lendemain, à 6 heures, les vaches dorment encore. Mais les fermiers s'activent déjà. Avec le lait de son troupeau, Patrick et ses salariés produisent le fromage traditionnel de la région, le camembert. Une recette à base de lait écrémé. Tous les matins, le fermier écrème donc son lait grâce à un drôle d'aspirateur. On va le passer tout en surface de la cuve pour prélever la quantité de crème dont on a besoin. Et c'est cette crème-là qui va essayer de contenter nos consommateurs. Après une nuit dans la cuve, la crème est bien montée à la surface du lait. Mais elle n'est pas encore épaisse. La crème est forcément liquide. Elle est d'autant plus liquide que l'herbe que les vaches consomment est très jeune. Donc en fait, elle est colorée, mais elle est plus liquide que l'hiver. Par exemple, voilà, donc il y a des saisonnalités aussi pour ça. Même si on essaie de bien nourrir nos vaches de façon égale, la crème, elle change. C'est la nature. Après 2 jours au réfrigérateur, cette crème fermière à 40% de matière grasse prend une consistance plus épaisse. Elle sera vendue dans la boutique de la ferme, environ 5 € le kilo.
La crème est très appréciée parce qu'en fait, la crème fermière, on est vraiment sur des délais courts entre la traite et puis la vente. Là, nous avons une date limite de consommation à 17 jours, voilà, à condition bien sûr de rester au frais. On est sur une crème crue et donc bien sûr le réfrigérateur est obligatoire. Les autorités sanitaires déconseillent de consommer des produits au lait cru aux personnes fragiles et aux enfants de moins de 5 ans. Pour les autres, la dégustation réserve souvent de bonnes surprises. Cette fois, c'est le fils de Patrick et ses amis qui sont conviés. Déjà, la crème, on voit qu'elle est beaucoup plus consistante par rapport à ce qu'on peut retrouver en supermarché. Et puis même, le goût est bien différent. Un goût un peu plus fort, qui révèle un peu des arômes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc c'est agréable et ça change aussi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un seul goût, on aura plusieurs goûts qui vont rester longtemps dans la bouche. Alors que quand on a une crème pasteurisée, en fait, on en aura un goût, voilà, il est devant, puis après, c'est fini. Patrick est l'un des derniers fermiers en France à fabriquer lui-même de la crème crue. Cette crème d'exception est rare et donc chère. Dans les grandes villes, on peut la dénicher sur les marchés et dans certaines crèmeries. Pierre Coulon est crémier fromager à Paris. Il propose à ses clients une crème crue à près de 15 € le kilo. Un produit de connaisseur. Pour trouver des crèmes à un prix plus abordable, il faut donc changer de crèmerie. Direction, le supermarché. Depuis quelques années, les linéaires de crème foisonnent et proposent une large gamme de produits industriels, vendus en moyenne 3 € le kilo. Au rayon frais, on trouve de nombreuses marques de crème fraîche, sous forme liquide ou épaisse, à 30% de matière grasse. Elle se conserve au minimum 6 semaines au réfrigérateur. L'avantage des crèmes fraîches, c'est que, comme elle est pasteurisée, elle va mieux se garder. Et alors le goût sera sans surprise, parce que les industriels, en fait, quand ils font un produit, ils ne sont pas du tout sur une démarche de se dire on va essayer d'être vers quelque chose de naturel. Ils vont penser aux attentes consommateurs et ils vont aller vers ce goût-là et nous dicter un goût de crème fraîche qui est très loin de la crème crue. Là-dessus, il n'y aura pas d'amplitude aromatique. La crème fleurette est une crème liquide, moins acide que la crème épaisse, parce qu'elle ne contient pas de ferment lactique. Si par exemple je fais une quiche, j'aurai exactement les mêmes textures, ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, celle-ci va me ramener de l'acidité, là où celle-là ne va pas m'en ramener. Donc suivant l'ingrédient que je mets dans ma quiche, si par exemple je suis avec un truc un peu doux comme de l'asperge, j'ai peut-être plus intérêt à aller sur une fleurette. Si je suis sur un truc un peu costaud comme de l'oignon, du lardon et tout, je peux ramener une petite pointe d'acidité avec ma crème épaisse. Hop. Ça, c'est une crème AOP. Donc AOP, ça veut dire appellation d'origine protégée. C'est un label de qualité qui est général sur toute l'Europe. Sur celui de la crème d'Isigny, en l'occurrence, on n'a pas un cahier des charges très étoffé. On sait qu'on est sur une crème qui, par contre, tire plus à 40% matière grasse. Crème beaucoup plus chère parce que là, elle est à 10,15 € du kilo. C'est aussi beaucoup le packaging. C'est qu'on voit ça, c'est joli, c'est un petit pot en verre, on a l'impression que ça a été fait par une grand-mère en Normandie. Et à côté, j'ai la même ref du même fabricant qui, elle, est à 7,60 € le kilo parce qu'elle est en pot plastique. Donc c'est vrai que l'emballage, là, on le paye cher. Si on veut faire le choix d'une vraie crème traditionnelle, on va acheter une crème crue, soit sur le marché, soit chez son crémier, quoi. Mais là, on reste sur une crème qui est pasteurisée et je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence de goût à la dégustation. Mais la crème la plus consommée en France est rangée au rayon épicerie. C'est la crème longue conservation. Liquide, elle est conditionnée dans de petites briques, avec parfois des noms savoureux. Alors elle va se conserver quasiment 6 mois à température ambiante. On parle d'un 20 degrés environ. Par contre, dès qu'elle est ouverte, 3 jours après ouverture au frigo, parce que les contaminations sont immédiates. C'est compliqué de parler réellement de saveur. Elle va avoir un goût de crème très plat. Après, elle a un intérêt culinaire parce que comme c'est un ingrédient qui a très peu de goût, elle va mettre en avant, au contraire, le goût des choses avec lesquelles on va la cuisiner. Et l'autre intérêt, c'est le foisonnement. C'est de pouvoir faire une chantilly avec, notamment. Dernière tendance, les crèmes légères, à 25% de matière grasse, 18%, et même les crèmes sans crème. On a un peu de crème, 9%, on a de l'eau, donc de l'eau à 4,55 € le kilo. Why not? Mais typiquement, les gens vont utiliser ça pour faire des sauces de salade ou même pour aller avec des pâtes. Mais autant mettre du lait, typiquement, ça n'a pas un grand intérêt, quoi.
Au-delà de l'intérêt gustatif, quel est l'impact de ces différents produits sur notre santé? Ici, petite dernière. Est-ce que consommer de la crème régulièrement passe vraiment crème? Nous avons interrogé la spécialiste de ce produit. Aurélie Lebrasseur est à la fois nutritionniste et originaire du pays de la crème, la Normandie. Très vite, elle nous déculpabilise. Alors, est-ce que la crème fait grossir? Finalement, non, la crème fraîche, c'est la moins grasse des matières grasses, puisqu'on est sur une matière grasse, un taux de matière grasse à 30%, tandis que le beurre est à 82% de matière grasse et l'huile, c'est 100% de matière grasse. Donc c'est beaucoup moins gras. Donc c'est beaucoup moins gras. Dans la crème, on a des acides gras saturés et parmi ces acides gras, des acides gras qu'on va chercher à limiter. En termes de consommation, on va recommander l'équivalent d'une cuillère à soupe par personne et par jour dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Si la crème ne fait pas grossir, à quoi servent les crèmes allégées? L'effet un peu pervers de ma crème allégée quand je fais un régime, c'est que généralement, je me permets d'en mettre plus. Et donc finalement, je me retrouve peut-être à consommer autant de calories que si j'avais utilisé une crème entière avec parcimonie. Et quand je vais utiliser des crèmes allégées, plus la crème va être allégée, plus elle va contenir de l'eau et plus elle va contenir d'additifs pour obtenir une texture à peu près similaire. Pour mieux connaître les méthodes de fabrication de ces crèmes industrielles, nous contactons le leader du marché. Elevir, la marque historique. Mais notre demande ne passe pas crème. Nous tentons notre chance avec les autres marques Président et Bridelis. Un mois plus tard, la maison mère Lactalis nous répond. Malheureusement, nous ne pourrons y répondre favorablement. Après plusieurs mois d'enquête, nous retournons sur les terres normandes pour filmer chez le seul industriel qui accepte de nous ouvrir ses portes. Les maîtres laitiers du Cotentin, un groupe qui fournit la grande distribution partout en France. Tous les jours, l'usine collecte le lait de plus de 1000 fermes de la région. Des laits qui n'ont pas tous le même taux de matière grasse. Caroline Monnier et Steve Lamy pilotent la production, soit 32 000 tonnes de crème par an. Pour faire 1 kg de crème, il faut 10 litres de lait. Donc pour 14 citernes réceptionnées, on a une citerne et demie à peu près d'équivalent de crème. En fonction de la saison de l'année, aussi, la vache produit plus ou moins un lait riche. Et donc, le ratio change. Donc nous, on va standardiser tout notre lait et le but, c'est toujours d'avoir le même taux de matière grasse. Parce que le consommateur, que ce soit en été ou hiver, il veut la même chose. Pour produire des tonnes de crème conformes aux standards de la grande distribution, l'entreprise s'est offert cette nouvelle usine à la pointe de la technologie. Première étape, le lait cru doit être chauffé dans cette forêt de tuyaux à plus de 62 degrés. Ici, on est sur la partie pasteurisation. Donc on vient chauffer le lait pour tuer les bactéries. Après, on vient refroidir et on passe sur la partie écrémage. On est sur une écrémeuse centrifugeuse. À l'intérieur, il y a des assiettes qui permettent de séparer la matière grasse du lait. Une fois écrémé, le lait part dans une autre salle pour être conditionné en briques. De son côté, la crème poursuit son processus de standardisation. Le taux de matière grasse est réglé au millimètre dans cette salle de contrôle qui pilote à distance les crémeuses. Ensuite, la crème est stockée dans ces grandes cuves de 12 000 litres. À ce stade, elle est encore liquide et la pasteurisation a dégradé ses arômes. Les industriels doivent donc utiliser des ferments spécifiques qui boostent à la fois la texture et les saveurs. C'est quoi ça? Ça, c'est des ferments aromatiques et texturiques qu'on ajoute dans la crème. Ça fait épaissir, ça donne du goût et l'onctuosité aussi de la crème. Dernière étape, le conditionnement sur une ligne de production entièrement robotisée qui
débite des pots de crème 24 heures sur 24. Ce jour-là, l'industriel a décidé de nous jouer sa plus belle partition. Dans ces pots de verre, il nous présente un produit haut de gamme, la crème d'Isigny, une appellation d'origine protégée, l'une des plus chères du marché. Dans ses autres usines, le groupe fabrique aussi d'autres crèmes, comme cette crème fraîche conditionnée dans des pots en plastique, ou ces crèmes liquides sous forme de briques longue conservation. De retour dans la capitale, nous remarquons dans la composition de certaines crèmes industrielles un ingrédient au nom mystérieux, les carragénanes, un épaississant. Dans un produit aussi simple que la crème, les industriels ajoutent parfois des additifs pour améliorer sa texture. À l'Institut Cochin, à Paris, un chercheur étudie l'impact de ces additifs sur notre microbiote, c'est-à-dire les micro-organismes qui peuplent nos intestins. C'est lesquels là que tu testes aujourd'hui? C'est avec le xanthangum. On va voir si ça a un impact sur la virulence de différentes bactéries. Dans son laboratoire, Benoît Chassin reproduit les mêmes expériences chimiques que les industriels de l'agroalimentaire, très efficaces pour rendre leurs produits plus onctueux. Donc ça c'est xanthan-gum. On voit le côté, ça colle vraiment au verre. Tu mets exactement la même chose dans une bouteille en verre, sans agent émulsifiant, ça ne collera pas au verre comme ça. Cette combinaison fait qu'on obtient vraiment ce côté hyper crémeux, comme dans les crèmes dessert, etc., qui est agréable à manger, mais pas forcément si agréable pour notre microbiote. Les fabricants disposent d'une soixantaine d'émulsifiants, de gélifiants ou d'épaississants autorisés par la législation. Tous ne sont pas nocifs, mais selon le chercheur, certains sont à proscrire. On a les carragénanes qui sont très largement utilisés par l'industrie agroalimentaire. Et on a des études qui nous permettent de montrer que ces additifs-là sont capables de cibler spécifiquement certaines bactéries de manière à activer leur pouvoir pro-inflammatoire et donc leur capacité à induire des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On a fait une étude où justement on montrait que l'inflammation qui était induite par la consommation de ces agents émulsifiants favorisait la chronicité, pas forcément l'initiation du cancer, mais plutôt la chronicité et la sévérité du cancer colorectal dans des modèles animaux. Pour savoir quel produit il vaut mieux éviter, nous lui soumettons un panel. Très vite, cette crème à 18% de matière grasse attire son attention. Cellulose microcristalline, gomme cellulosique, carragénane, gomme xantham et monoédiglycéride d'acide gras. Le fait qu'il y en ait 5, c'est beaucoup. En plus, nous, ce qu'on montre d'un point de vue action sur le microbiote intestinal, c'est qu'ils n'ont pas forcément tous les mêmes impacts. Les carragénanes, par exemple, et la gomme cellulosique ou le carboxyméthylcellulose vont avoir des effets qui sont différents. En les mélangeant, on aura plus que le cumul de ces effets négatifs et du coup potentiellement favoriser l'inflammation intestinale. Dans toutes les autres crèmes, liquides, épaisses, allégées, entières ou chantilly, on retrouve toujours des carragénanes, appelés aussi E407. Aucune n'y échappe, même la crème bio. C'est du bon lait bio. On est sûr qu'il n'y a pas eu de pesticides dans la production du lait qui provient clairement de l'agriculture biologique, mais par contre, derrière, on rajoute des carragénanes qui, on le sait, ont un impact très négatif sur notre microbiote intestinal. À éviter, clairement. Alors, quelle crème choisir? Nous avons découvert que certaines crèmes industrielles sont plus saines que d'autres, car elles répondent à un cahier des charges strict. La crème d'Isigny et la crème de Bresse. Nous retournons dans la région de Mâcon, le terroir du poulet à la crème. La crème de Bresse est une appellation d'origine protégée très encadrée. Le lait doit provenir de vaches de race montbéliarde, nourries à l'herbe ou au maïs cultivés sans irrigation pour préserver les ressources en eau. Dans ce restaurant gastronomique installé au cœur d'un village, un jeune chef se bat pour faire connaître la crème de Bresse, très présente dans les recettes de sa région. On prépare la fameuse tarte bressane. Donc là, on a abaissé la pâte à brioche. À 31 ans,
Clément Bidard vient d'être nommé ambassadeur de cette AOP. Quand on goûte à la crème de Bresse, on ne peut pas s'empêcher de vouloir replonger la cuillère dedans. Et c'est ce côté, leur viens-y. C'est parce qu'on y retourne. On a envie d'y retourner, parce que c'est tellement bon. Quand on aime, pourquoi s'en priver? Cette recette de tarte bressane, un dessert plutôt généreux, lui a été transmise par son père. Clément représente la 5e génération d'une famille de bons vivants. Là, c'est la première génération, c'est mon arrière-arrière-grand-père, qui est arrivé en 1899 ou qui a vraiment lancé la dynastie Bidard en créant une propre boulangerie ici. Ça a été l'auberge ensuite. Après, on a eu les premières femmes qui sont arrivées en cuisine avec Tatan Paulette. Et là, on voit mon papa qui est derrière, son père qui est ici. C'est vrai que la crème, elle coule dans nos veines parce que voilà, quand on voit tout ça, moi, je suis né dans la cuisine. J'ai été bercé à la sauce du poulet à la crème depuis très petit, où je pouvais pas m'empêcher d'aller saucer les fonds des casseroles. Et c'était à la louche, quoi. Clément s'est donné pour défi de moderniser cette cuisine traditionnelle. Il invente de nouvelles recettes, toujours avec la crème, mais moins riches. Comme ce risotto printanier à base d'asperges vertes cuites à la vapeur, puis rissolées, une compotée d'oignons. Donc là, on recouvre le tout avec notre petit risotto vert. Des pickles d'oignons, de brocolis, décoré d'oxalis, une herbe de son jardin au goût de pommes vertes. Et puis intervient la crème, mais travaillée différemment. Pour cette recette, il choisit une semi-épaisse. L'avantage de cette crème, c'est qu'on peut porter à ébullition et justement la travailler en cuisson. La crème chauffée va ensuite passer 3 heures au congélateur pour obtenir une texture glacée. Saupoudrée d'une pincée de poudre de roquette. Donc là, les fleurs d'ail des ours. On est des sentimentaux en cuisine, on aime bien travailler ça. Et maintenant, on va venir recouvrir le tout avec notre tartelette, oignons, pignons de pain et curry noir. Et le but lors de la dégustation, ça va être de venir taper avec la cuillère, de casser le tout et de vraiment prendre les différentes textures dans leur ensemble. Et ça, à mon avis, ça doit bien matcher. Voilà. Ouh, waouh! C'est très printanier, très vert. Tu vois, c'est plutôt sympa. En plus, on a vraiment le jeu des textures et tout. Son premier critique culinaire, c'est sa maman. Tu valides ou pas? Oui, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a différentes textures. Il y a du craquant. Le visuel, c'est magnifique. J'y retourne. Sympa. Ouais. La crème, ça adoucit en définitive. C'est vrai qu'elle est très liante, très crémeuse, sans être quelque chose d'écœurant qu'on peut manger une crème fraîche, nature, comme sur un fromage blanc ou quoi que ce soit. Ça apporte une autre dimension à la recette. Comment cette crème AOP est-elle fabriquée? Est-ce un produit sain? Le lendemain, Clément a rendez-vous avec le directeur d'une usine qui produit 1600 tonnes de crème de Bresse chaque année. Bonjour, comment ça va? Ça va? Ça va et vous? C'est parti. Comme dans les autres usines, le lait provient de plusieurs fermes de la région. Il est pasteurisé pour pouvoir conserver la crème au minimum 30 jours. Mais première différence, chez cet industriel, certaines étapes de la fabrication sont restées manuelles. Donc là, on a la crème qui arrive en sortie d'écrémage. Donc Lucille, qui est notre fromagère en poste, nous a préparé sa crème. Donc c'est de la crème à 40%, dans laquelle elle a mis les ferments. Et donc là, elle va mélanger pour que la crème soit homogène. Voilà. D'accord. Et ça, il faut qu'elle fasse cette manipulation. Elle fait ça régulièrement au cours de la maturation. Donc elle fait son sport un peu régulièrement Voilà, toute la donc journée. elle fait ses mouvements le matin de bonne heure ou un peu plus tard dans la matinée. Voilà. D'accord.
Donc là, Clément, on va aller voir les maturations plutôt des crèmes épaisses. Autre différence, pour la crème épaisse, le cahier des charges de l'AOP impose une durée de maturation plus longue que pour une crème fraîche classique, minimum 16 heures, pour obtenir une texture plus dense. Et surtout, tous les additifs sont interdits. La grande particularité de nos crèmes, c'est qu'elles comportent aucun additif, donc sans épaississant, sans stabilisant et sans conservateur également. Ici, on est sur un principe naturel où on va respecter le produit sur un temps long, voilà. Dernière différence, le taux de matière grasse, plus riche qu'une crème fraîche classique. La semi-épaisse est à 36% et l'épaisse à 40%. D'où leur prix plus élevé, environ 7 € le kilo. Cette crème gourmande est déjà utilisée par de nombreux chefs de la région. Elle est en passe de conquérir les meilleures tables de la capitale. Le célèbre palace de la place Vendôme, le Ritz, la sert régulièrement à l'heure du thé. Dans le salon Proust, où l'auteur de La Recherche du temps perdu aurait trouvé l'inspiration, François Perret, chef pâtissier, propose une myriade de douceurs sucrées pour un goûter d'un grand raffinement. L'objectif, lorsque je suis arrivé, en voyant ce lieu qui était, je trouve, magnifique, donc j'ai proposé un thé à la française, où l'idée c'était vraiment de remettre un petit peu au goût du jour toute la biscuiterie. Là aujourd'hui, on a toujours une madeleine, parce que la madeleine, déjà Salon Proust, ça me paraissait évident. Toutes ces madeleines seront servies avec une petite crème, bien évidemment, une crème de Bresse. Car la Madeleine de Proust de François Perret, c'est la crème de Bresse. Sa douceur le replonge dans ses souvenirs d'enfance. Pourquoi j'utilise une crème de Bresse ? Tout simplement parce que c'est ma région et j'y suis très attaché. C'est vraiment une crème que j'ai utilisée pendant de nombreuses années, un beurre que j'ai utilisé pendant de nombreuses années. Lorsque je suis arrivé au Ritz, il est venu le temps de se servir un petit peu de ses origines. Là, j'ai un fond de tarte dans lequel j'ai mis un peu de crème d'amande, des framboises, pour vraiment apporter un peu la mâche aussi. Sa dernière création, c'est une tarte à la framboise, coiffée d'une épaisse toque de crème fraîche. On va venir disposer nos framboises de manière le plus naturellement possible pour qu'en fait la crème sublime les fruits. Quand vous avez l'acidité de la framboise qui est caressée, je dirais entre guillemets, par la douceur de la crème, pour moi, ça fait toute la différence parce qu'on est sur une crème qui est vraiment douce naturellement, elle n'a aucune acidité. C'est un bonbon, cette crème. Cette tarte à la framboise et à la crème, pour 2 personnes, est vendue dans la boutique du Palace, 28 €. Mais auprès de cette clientèle aisée, ça passe crème. Chouchoute des aristocrates, la crème est entrée au panthéon de notre patrimoine gastronomique au XVIIIe siècle. Grâce à une recette sucrée connue dans le monde entier, la crème chantilly. Elle est née sous Louis XVI dans ce monument historique, le château de Chantilly. Ici, les princes de Condé organisaient de grandes réceptions. Alors nous sommes dans le salon d'Orléans, ici au château de Chantilly. Au XVIIIe siècle, il y avait une grande manufacture de porcelaine tendre qui imitait d'abord la porcelaine du Japon et puis, dans la deuxième moitié du siècle, qui a produit des services qu'on utilisait notamment pour déguster la crème chantilly. Alors, c'est là-bas que ça se passe. Nous avons un certain nombre de services de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je voulais vous montrer ces petits pots, les petits pots à crème, qui sont dotés de la marque de la manufacture. C'est un corps de chasse, donc ils sont assez sobres, hein, vous voyez, avec ces décors à la brindille, en blanc et en bleu. Et à l'intérieur, on pouvait disposer de la crème pour chacun des invités. On peut l'imaginer sur des tables de thé ou de goûter pour les invités des princes.
Comment la crème, un produit consommé dans les fermes, a-t-elle conquis la table des princes? La réponse se trouve dans les coulisses du château, dans une pièce fermée au public. Cette bibliothèque privée contient des milliers d'ouvrages anciens et surtout un trésor pour les historiens. C'est un livre très précieux qui s'appelle l'Album du Comte du Nord. Justement, c'est un livre qui a été commandé par les princes de Condé, par Louis-Joseph, prince de Condé, pour l'offrir au futur tsar de Russie Paul Ier en 1784, qui est vraiment la date où on parle de la crème chantilly à Chantilly pour la première fois. Sur ces anciens plans, le domaine de Chantilly est représenté tel qu'il était au XVIIIe siècle, avec ses jardins et toutes les dépendances qui ont disparu à la Révolution. Au fond du parc, il y avait même une ferme qui produisait du lait et de la crème pour la table des princes de Condé. Et la laiterie, on en a un détail extraordinaire de l'autre côté, ici, sur cette page suivante. Une laiterie qui est une sorte de palais pour les produits laitiers, néoclassique, avec du marbre, des tables de marbre. Et on voit ici, sur le bâtiment annexe, des ustensiles pour fouetter, pour baratter, pour produire de la crème, du beurre, du fromage. Et on pouvait sans doute déguster avec le service de la ménagerie, au sein de cette laiterie, une crème, la crème chantilly. Cette crème d'autrefois, on peut apprendre à la fabriquer dans un pavillon du château. On va mettre le petit calot de cuisine. Grâce à un atelier animé par la confrérie des chevaliers fouetteurs. Voilà, ça y est. Des cuisiniers passionnés par ce produit. Bonjour à tous et à toutes. Je suis chevalier Hervé, chevalier Corinne. On a le plaisir de vous recevoir cet après-midi pour vous faire découvrir un des trésors de Chantilly, la crème. Pour monter la crème chantilly au niveau de la confrérie, on va utiliser 3 choses. De la crème à forte teneur de matière grasse. Donc on va travailler avec une crème à 35% de matière grasse. Donc ne jamais faire une crème chantilly en dessous de 30%. Ça ne marche pas. Pas de matière grasse, pas de crème chantilly. C'est aussi simple que ça. C'est un des secrets que je vous confie cet après-midi. Et on va travailler après avec de la vanille. Donc ça, c'est de la poudre de vanille séchée, pulvérisée. 3e ingrédient indispensable, le sucre glace. Autre secret pour réussir une vraie chantilly, la crème doit être réfrigérée ou refroidie avec des glaçons. On va passer donc aux choses sérieuses. Le cul de poule aussi doit être refroidi pour éviter que la crème ne devienne du beurre. Vous allez tous monter 20 centilitres de crème chantilly. À vos fouets, départ. Allez. Première étape, le foisonnement. Voilà, n'ayez pas peur de bien aérer, faire un mouvement ample. Donc, est-ce que vous voyez toutes ces petites bulles d'air au-dessus de la crème? Donc l'objectif, c'est d'intégrer tous ces bulles d'air dans la crème. Lors de la 2e étape, il faut incorporer le sucre et la vanille. Alors, vous voyez, il faut vraiment en mettre une petite pointe. Allez. Enfin, pour la 3e étape, il faut fouetter à fond pendant 5 bonnes minutes. Fouetter. Voilà. Je suis en galère. Et on fouette. Allez, on y va. Je suis à fond. Encore un petit peu. Là, c'est bien. Et vous allez tourner très fort jusqu'à temps que le fouet tienne dans votre crème. Allez. La 3e crème, elle est où? Voilà. On va vous faire voir. Vous voulez que je vous aide? Allez, je suis partante. Vous mettez bien le fouet au milieu. Et là, prenez le cul de poule dans la main. Et on retourne. Et normalement, ça ne doit pas tomber. Voilà. Si ça tombe, vous avez perdu. Regardez un peu. Vous êtes tous devenus de véritables écuyers fouetteurs. Eh, bravo. La dégustation est bien méritée. Alors, c'est comment? Comme ça? C'est trop bon. Moi, je trouve ça très aérien. Et elle est très subtile, également. C'est hyper lisse. C'est plus épais qu'une chantilly industrielle. Et c'est très bon. Le goût de vanille il est vraiment chouette. C'est vraiment du caviar de vanille. C'est très sympa.
Ça a été très sportif. Donc, pour le coup, je vais lâcher mes haltères à la maison et prendre un fouet et faire de la chantilly. Et en goût, je trouve que c'est vraiment un nuage de bonheur, en fait, à refaire à la maison avec les enfants. Voilà. Entre une crème chantilly maison et les crèmes industrielles en bombe, quelle est la différence? Nous retournons interroger la nutritionniste spécialiste de la crème. Elle nous alerte sur le taux de sucre élevé de toutes les crèmes chantilly industrielles, même les crèmes allégées. Et là, 12%. Donc en fait, plus je vais avoir un produit allégé, plus je vais avoir un ajout de sucre, peut-être aussi pour rechercher une saveur similaire. On va se donner bonne conscience avec un produit qui contient moins de matières grasses, mais c'est également un produit qui contient plus de sucre. Et donc sur une portion un peu standard, on va quand même avoir l'équivalent de 3 morceaux de sucre. C'est beaucoup? C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. L'intérêt en fait des chantilly, c'est de se dire je peux aussi faire ma crème chantilly moi-même et puis contrôler l'apport de sucre en fonction aussi de ce qui me plaît. Pour trouver la crème la plus naturelle du monde, il faut quitter la France, traverser les Alpes et rejoindre la Suisse. Dans la petite ville de Gruyère, une superbe cité médiévale perchée sur un rocher, on déguste en fondu le célèbre fromage, le gruyère, mais pas seulement. La région est aussi connue pour sa délicieuse crème fraîche, la fameuse crème double de Gruyère, une crème issue des montagnes. Ce matin, les Bourquenous se préparent à conduire leur troupeau jusqu'au sommet, lors d'un événement qui a lieu chaque année, l'Alpé. Le chef de famille, c'est Christian, 69 ans. Alors aujourd'hui, c'est l'Alpé, c'est un grand jour, c'est toujours une fête, c'est renouveau, le printemps. Et puis on est tous heureux de monter sur les alpages en espérant que la météo soit clémente. Toi, vous êtes un peu ému? Ben, c'est quand même une émotion, on voit toute la famille. C'est toujours prenant, comme on dit, quoi. Toute la famille porte le costume traditionnel des Armaillis, le nom des bergers de cette région. Encore une? Vous êtes superbe. Merci. Il est 6 heures, c'est le début de la transhumance, appelée aussi Poya en Suisse. Les 40 vaches de Christian sont impatientes de quitter la plaine pour rejoindre les montagnes. Mais avant, il faut passer sur une route fréquentée et les demoiselles ne sont pas très disciplinées. Mais elles sont un peu rapides cette année. Chaque année, début juin, la famille parcourt 15 km jusqu'au sommet. Environ 5 heures de marche. La Poya permet de déplacer le troupeau jusqu'aux prairies d'altitude, où il fait moins chaud et où l'herbe reste verte même en été. Pendant les mois d'estive, les vaches vont pâturer à 1500 mètres d'altitude et se régaler d'un parterre de fleurs de montagne. Un bouquet unique qui va se diffuser dans la crème. Alors là, on trouve une orchidée. Là, on a le porte-rosée. On a l'épinard sauvage. On a la fleur d'Andelion. Et là, c'est une renoncule de montagne. Ah, c'est un mélange assez complet. Ça leur apporte quand même un arôme spécial. Et puis avec le dandelion jaune, ça apporte aussi la couleur de la crème. Dans les alpages, la fabrication de la crème n'a pas changé depuis des siècles.
Christian perpétue ce savoir-faire avec son fils, André. À bonne température. Ça, c'est le lait de la traite du soir. Il y a plus ou moins 30 minutes qu'elle est terminée. Et puis là, on déverse le lait dans les bacs pour en prélever la crème demain matin. Ce lait, il est à température de la vache, plus ou moins 37 degrés. Christian n'ajoute pas de ferment dans le lait. Sous l'action du froid et des bactéries présentes dans la nature, la magie doit opérer toute la nuit. Le lendemain, il est 5h30 du matin. La montagne se réveille, les armaillis aussi. Christian est déjà à la manœuvre. Il espère que le lait et la crème ont bien fait leur travail. Elle est magnifique. Regardez voir ça, avec un petit rayon de soleil qui vient dessus. On voit bien, elle frissonne sur le lait. Elle a bien levé. On va pouvoir prélever cette crème. Voilà. Voilà le résultat. C'est de la vraie de vraie. On voit que la flore de l'herbe a fait son effet. Ça va régaler des palais. Hein? C'est une crème qui est vraiment pure parce qu'elle n'a eu aucun traitement. Elle est 100% naturel. Ah, aucun additif, non. Juste du travail et de l'amour. La meilleure crème du monde. Cette crème contient aussi 50% de matière grasse. La crème double suisse est l'une des plus riches du monde. Le lait écrémé servira à fabriquer le gruyère d'alpage. La crème double, elle, est utilisée pour l'alimentation des bergers. Francine, la femme de Christian, prépare le repas traditionnel, une soupe de chalet à base de pommes de terre, poireaux, macaronis et bien sûr l'ingrédient principal, la crème double. On la met partout, la crème au chalet. Il faut tenir avec le boulot qu'on a, il faut bien chercher l'énergie quelque part. Vous en mangez tout le temps, quoi. Tous les jours. Les garçons. Allez, assis. La soupe de chalet à la crème est servie dans un baquet en bois. Dans le temps, ça faisait office d'assiette. Les armaillis, quand ils montaient sur les alpages, ils avaient un bol, une cuillère, le couteau de poche et puis le baquet. Elle est comment la soupe alors? Crémeuse, les légumes sont bien cuits, fondant dedans. C'est un plat typique qu'on a plaisir à partager dans des moments de fête, c'est vrai. Cette crème de chalet est consommée uniquement dans les alpages, car elle ne se conserve que quelques jours. On la trouve en plaine, mais pasteurisée. Pour conclure ce voyage culinaire, nous retournons au championnat du monde de poulet à la crème. Après 1 heure de cuisine, Grégory Cuilleron va bientôt présenter sa recette au jury. Il espère que sa sauce, un mélange de 2 crèmes, va faire la différence. Comment vous vous sentez? Stressé, très stressé, voilà. Mais ça, c'est toujours quand il y a de la compète. Donc, tant qu'on n'a pas envoyé, qu'on n'est pas content de ce qu'on a envoyé, qu'on n'a pas les résultats, bah, c'est un peu flippette, quoi. Allez, c'est bon, on est bueno. Sa recette est plus simple que les autres concurrents, mais elle met en valeur les produits. Surtout, elle a un atout. J'aime beaucoup la sauce. C'est l'une des meilleures sauces qu'on ait eues sur le concours. Elle n'a pas en bouche, il y a de l'acidité, elle n'est pas trop épaisse, elle a du caractère. Non, c'est une sauce qui a été parfaitement menée, qui est belle dans l'assiette en tout cas. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord, il n'en a pas mis assez. Je vais l'engueuler. Ouais, là.
Je crois qu'il y a du rab qui est demandé aussi là-bas. Ah vas-y, envoie là. Envoie Jacques. Oui, chef. Fais couler dans la cuillère là. Chef, oui, chef. Ah, c'est comme ça, c'est bon ça. Ah, on y va, hein. Ah, ça c'est la vie ça. Tu peux y aller. Après 2 heures de digestion et de délibération, le jury annonce les résultats. Je pense que c'est à l'unanimité. Maxime Blanc. La première place est attribuée à un jeune chef surnommé Chapon, avec une recette qui met surtout en valeur la volaille. Grégory commence à s'inquiéter, mais finalement... Le vice-champion du monde de la volaille de Bresse à la crème, Grégory Cuiron. C'est passé crème. Sans prétention aucune, d'après mes petites discussions avec le membre du jury, la sauce n'était pas dégueulasse. Donc je pense que la crème était très bonne. Si je suis vice-champion ce soir, c'est beaucoup grâce à la crème et un petit peu grâce à une autre matière grasse, c'est l'huile de coude. Grégory dédie sa médaille d'argent à tous les amoureux de la crème.